Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui il n'y a pas de deck, il n'y a pas de je sais pas quoi. Je suis dans un autre pays, j'ai trouvé une salle dans une université, je voulais tourner une vidéo. Donc on est là, voilà, tranquillou. Je vais répondre à la FAQ que j'avais mis sur Insta, à quelques questions. Et je pense que ce sera déjà bien. Dites-moi comment s'est passée votre semaine, si vous allez bien. J'ai envie de revenir sur Twitch, mais bon pas maintenant, quand je reviendrai en France, parce que j'ai rien du tout, j'ai que mon appareil photo, quoique. En fait j'ai pas de micro, même là je sais pas si le son du micro sera cool, sympathique ou non, je ne sais pas. Donc bref, je retrouve la FAQ et on essaye de discuter un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà je suis à Québec, du coup je suis au Canada. Je suis trop contente, je voulais trop voir la neige pendant la saison de Noël, ça m'avait trop manqué. Et je sais pas si vous avez un peu ce sentiment de nostalgie quand vous avez habité quelque part. Attendez, là je regarde là le retour, mais peut-être je regarde là. Je sais pas, vous me direz ce qui est mieux. Quand vous avez habité quelque part, genre vous êtes un peu nostalgique parce que quand vous revenez, les choses ont changé, les choses ont évolué et ça vous fait bizarre parce que en même temps vous vous sentez chez vous. Je sais pas, pour ceux à qui c'est déjà arrivé de quitter leur ville d'origine, d'aller déménager quelque part pour 1 an, 2 ans, je vous jure que vous vous sentez chez vous. Par exemple Dubaï, je vois des choses sur Insta et tout et je suis nostalgique, je suis en mode oh mais ça c'était chez moi. Pareil ici, même si ici bon, je suis un peu à temps partiel on va dire. Et hier je vais dans un magasin et j'arrive devant le magasin et le magasin n'existait plus et j'étais trop mal. En fait je me disais ah ouais les choses bougent, les choses évoluent et finalement c'est plus chez moi, c'est plus comme j'ai connu. Toutes les habitudes que je me suis fixées aujourd'hui elles n'existent plus. En plus moi j'ai un problème un petit peu avec la rigidité, avec les habitudes. Moi je suis une personne très routinière en même temps qui a besoin de changement dans ses routines à l'intérieur. Donc dans la forme j'ai toujours les mêmes routines et dans le fond j'ai besoin de beaucoup de changements. Dès que je rentre en France, je reviens, j'ai plein de cheat talk, je veux parler de tellement de choses. Là, le premier cheat talk dont on va parler, ça va être d'éco-capitalisme et d'éducation financière dans les classes populaires. Ça va être trop bien. Et je veux pas le faire en vidéo YouTube, je veux absolument le faire en live Twitch parce qu'en fait, j'aime beaucoup avoir votre retour et qu'on rebondisse sur des choses, etc. Bref. Et si tu ne me connais pas d'ailleurs, tu peux me suivre sur Instagram, ania.tairi. On se motive à faire plein de choses. On essaye de s'inspirer les uns les autres, on parle de tout. Et voilà, comme le dit la première phrase de ma bio, je suis ma curiosité et je t'embarque avec moi. C'est parti. Alors, la première question qu'on m'a posée, c'est les avantages de voyager solo. Tout en sachant qu'on me pose également aussi beaucoup la question de comment je fais pour voyager seule. Parce que du coup, si vous ne me connaissez pas, je voyage énormément seule et j'aime énormément voyager seule. Je pense que j'ai besoin d'un équilibre entre les voyages seuls et les voyages accompagnés. Je dirais pas que les voyages seuls sont les seuls voyages que j'apprécie parce que ça serait faux. Les avantages du voyage seul, forcément, déjà, bon, quand on est introverti, on va pouvoir être tout le temps toute seule, donc ne pas avoir besoin voilà, de s'isoler, d'être épuisé peut-être par un groupe, par des amis, etc. etc. Bien sûr, c'est relatif au niveau d'introversion, au niveau d'extraversion de chacun, mais également à la personne en fait qui vous accompagne, aux personnes qui vous accompagnent. Il y a des gens qui déchargent plus que d'autres, donc ça dépend, voilà, ça dépend. Donc, j'ai reçu un appel entre-temps. Je pense que je disais, premièrement, vous n'êtes pas déchargé par les personnes qui vous entourent. Deuxièmement, il y a le fait d'être totalement flexible dans ce que vous voulez faire. Moi, par exemple, je sais que parfois je vais en vacances et le premier jour, je suis un peu KO. Donc au début, j'ai un planning de fou dans ma tête, je vais sortir 1 heure, 2 heures et tout. Et après, je me dis non, en fait, là, je suis KO et je vais rentrer me reposer. Ou je vais me poser dans un café et je sais que j'avais prévu des trucs après, mais j'ai pas envie de bouger, en fait je suis bien, je savoure le moment et je me dis bon bah tranquille, genre je reste là, on verra plus tard, c'est pas grave si le planning on le flexibilise un peu. Parfois quand vous êtes avec des gens, bah forcément il y a une plus grande rigidité dans le planning puisque vous avez prévu des choses, les gens n'ont pas forcément envie de se reposer, les gens n'ont pas forcément envie de prendre leur temps, ou l'inverse, des fois vous avez envie d'être speed, les gens sont un peu plus lents et tout, et il suffit que vous soyez avec des personnes qui n'ont pas forcément votre tempérament, parce que moi ça me pose pas de problème d'aller en vacances avec quelqu'un ou un groupe d'amis et de rentrer par exemple et que elle continue la journée, mais il y a des gens voilà qui veulent pas être seuls dans le voyage. Donc forcément en fait ça peut causer des décalages de besoins, des décalages de rythme et ça, ça peut être un peu relou. Donc là vous êtes complètement flexible. Troisième avantage je pense c'est vraiment le contact, en fait la rencontre avec les locaux dans votre voyage ou avec d'autres personnes d'ailleurs.
parce que quand vous êtes toute seule, vous allez beaucoup plus vers les autres et d'ailleurs les autres viennent beaucoup plus facilement vers vous. Moi, on m'a beaucoup plus parlé quand j'étais toute seule que dans mes voyages avec mes potes, ce qui est normal parce que voilà, c'est plus propice en fait à l'échange un peu intime, un peu profond. Donc je trouve ça très très cool. Et on a tendance aussi à, vous voyez, s'il y a une personne qui est très extravertie, très sociable ou qui parle mieux anglais par exemple dans un pays anglophone et tout, bah ça va être cette personne-là qui va communiquer avec les autres et nous on va être un peu en retrait. Donc ça c'est cool parce que du coup vous êtes vraiment en première ligne avec les gens. Moi c'est les voyages en fait où j'ai le plus rencontré de monde, c'était les voyages toute seule. Je me suis fait plein de potes, j'ai rencontré plein de gens, j'en ai appris beaucoup sur la culture locale et tout parce que j'étais toute seule. Donc voilà, après je suis de tempérament à aller vers les autres. Donc ça c'est archi cool. Et voilà hein, je pense en termes d'avantages. Et ah oui, bah, le quatrième avantage, mais ça c'est dans tout ce qu'on fait toute seule, mais encore plus en voyage, c'est l'introspection, la rétrospection et le fait d'en apprendre énormément sur soi. En fait, vous allez être confronté à des difficultés, des galères, et vous devrez tout régler toute seule. Donc, vous avez une capacité de résilience qui se crée petit à petit, qui est plus forte, parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous devez vous débrouiller toute seule. Du coup, vous en apprenez beaucoup sur vous. Et ensuite, vous êtes seule pendant un moment assez long en général, surtout quand vous n'avez pas l'habitude d'être seule. Moi j'ai l'habitude d'être seule, mais si par exemple vous êtes tout le temps entouré dans votre vie, ça va vous faire un choc d'être en voyage toute seule, mais c'est très très bénéfique. Au début vous allez mal le vivre, mais je vous jure que quand vous allez rentrer, vous allez en avoir appris beaucoup sur vous parce que le silence c'est très très important dans la conscience de soi, la connaissance de soi, etc. Donc moi je sais que par exemple, j'ai fait des randonnées, j'ai fait des marches, j'ai fait des choses. J'étais toute seule. Souvent, je coupe mon tel ou parfois on est dans des pays où on n'a pas de réseau et tout. Donc, on est vraiment coupé. On est coupé du monde et ça permet d'énormément réfléchir. Finalement, dans un monde où on est tout le temps en train de non penser. Ça, je le dis très souvent. On est dans un monde où on s'interdit en fait de penser. On cherche toujours à couper le flux du cerveau. On va aller sur les réseaux, on va scroller, on va regarder une série. De toute façon, on n'aime plus l'ennui, on ne veut plus jamais s'ennuyer. Le problème, c'est que les pensées permettent de ranger l'esprit, permettent de s'interroger sur des expériences, permettent de tirer des leçons, permettent juste de programmer la journée du lendemain. Et quand on arrête de penser, quand on arrête de réfléchir, finalement, en fait, on n'avance pas. Je sais pas si... Genre, je m'étais fait la réflexion l'autre jour. J'étais pas avec mon téléphone et je pensais, je me disais mais Agnès, ça fait combien de temps que t'as pas pensé comme ça? Mais en fait, si tu penses pas, ta vie elle va stagner parce que tu es en pilote auto. Et à partir du moment où tu ne réfléchis plus à ce que tu fais, tu ne réfléchis pas à ce que tu vas faire, tu ne construis pas des choses dans ton cerveau, mais tu vas jamais les construire. Si tu es sur ton tel, tu es en train de faire un truc, tu es en train de parler avec quelqu'un, tu es en train de, voilà, comme je disais, être toujours dans une activité et ne pas vouloir être juste off, comme ça, en mode comme quand on essaye d'aller s'endormir. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens n'aiment pas aller s'endormir, surtout quand on est anxieux, etc., ou qu'il y a des trucs qui nous prennent la tête. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à penser à ces choses-là. Mais finalement, si on n'y pense pas, en fait, on va jamais ranger l'esprit. Si on ne pense pas à ce qu'on va faire demain, on ne va jamais organiser la journée de demain. Il faut se poser et il faut penser. C'est pour ça que la douche aussi, c'est un moment où en général, tout le monde est sans son tel. Mais maintenant, voilà, les gens, ils veulent mettre de la musique partout, ils veulent mettre de la musique quand ça. Enfin, en fait, on veut totalement s'interdire parce qu'on a peur finalement de se retrouver avec nos pensées et on est dans cette économie, dans cette consommation de l'activité et du non-ennui. Et ça, même pour les enfants d'ailleurs, les mamans veulent toujours proposer des choses à leur enfant alors que l'ennui pour un enfant, c'est essentiel et c'est super bénéfique pour... Puis il y a des gens qui courent alors qu'il fait moins 15 degrés. Et les Canadiens, je les trouve vraiment très sportifs et incroyables dans leur force comme ça. Donc oui, les enfants, et donc les humains en général, hein, mais encore plus les enfants dans leur construction, développent leur créativité, développent leur estime d'eux-mêmes, développent leur capacité de concentration dans l'ennui. Parce que dans l'ennui, ils vont avoir tendance à trouver des ressources pour fabriquer des choses, pour se fabriquer une activité, pour réfléchir, pour juste s'ennuyer, pour ne rien faire. Et du coup, ça aussi, c'est trop important dans notre vie d'avoir des moments où on se retrouve seul. Et moi, par exemple, mon dernier voyage seul à Oman, donc c'était il y a 2 mois, bah, je vous jure qu'avant ce voyage-là, j'étais re-rentrée dans cette spirale de toujours occuper mon esprit à autre chose qu'être seule avec moi-même. Et en allant là-bas, eh ben, je me suis recentrée. J'ai fait un bond d'ailleurs, prise de recul par rapport à mon utilisation du téléphone, des réseaux sociaux, etc. Je me suis recentrée et ça m'a permis, quand je suis revenue, d'être beaucoup plus à l'aise au fait d'être seule avec moi-même. Par exemple, avant, si je mangeais,
et que j'étais pas avec quelqu'un, j'allais totalement tout le temps manger devant une vidéo YouTube, devant une série, devant mon tel, etc. Et en étant à Oman, et ben, je faisais plus ça. Donc quand je suis revenue, je me suis dit, mais en fait, Ania, t'as pas besoin d'être toujours devant quelque chose. Juste mange et sois toute seule avec toi-même. Et du coup, c'est trop bien. Faites l'expérience parfois, laissez votre tel 1 heure chez vous ou quand vous rentrez dans votre trajet, au lieu d'être, et je le fais aussi, hein, d'être sur Twitter H24, de regarder Insta, de scroller ou d'être au tel. Vous voyez, maintenant quand on rentre, on veut souvent appeler quelqu'un et tout. Juste mettez-vous en mode avion, posez votre tel et réfléchissez. Et vous allez avoir plein de choses qui vont vous venir en tête. Et plein d'idées parfois. Moi, les moments où j'ai le plus d'idées, où je range le plus de choses, et ben c'est ces moments-là où je suis toute seule avec moi-même et où je vais penser, je vais me dire comment je pourrais, genre vraiment par exemple, c'était quand il était genre minuit et j'allais m'endormir et je réfléchissais et il y a un podcast que j'ai sorti sur l'égoïsme et je me suis dit purée, j'aimerais trop parler de ça, j'allais me lever tout de suite pour le faire mais j'étais KO et je réfléchissais au titre et je me disais ouais trop bien, je vais l'appeler comme ça, pourquoi doit-on être égoïste? Non, nanani, nanana. Et je réfléchissais. Après, je me suis dit, bon, allez, Ania, c'est bon, off, va dormir. Mais les choses se construisent comme ça en réfléchissant, en brainstormant finalement intérieurement avec vous-même. Et voilà. Donc, je pense que ça, c'est les avantages de voyager solo. Et vous vous construisez petit à petit, si vous n'êtes pas de nature solitaire, à être autodépendant et à ne plus dépendre des autres dans voilà, les choses que vous pouvez faire. Donc ça, c'est cool. Question un peu moins profonde. Est-ce que tu as un deuxième écran portable pour le travail? Si oui, lequel? Non, je n'ai pas un deuxième écran portable pour le travail. J'ai un MacBook, le Touch Bar. Si vous achetez un téléphone et que vous prévoyez de travailler avec, ne prenez pas comme moi, enfin ne faites pas l'erreur de prendre en disque, en mémoire interne du 8 Go, en mémoire totale du 256 et tout. Investissez dans un truc à 1 Tera directement. Ça sera beaucoup mieux pour faire tout ce que vous voulez faire sur votre ordinateur. Moi, je regrette un petit peu. Donc voilà. Est-ce que tu as toujours été aussi positive? Le déclic? Alors non. Oui et non. Alors moi, je suis une personne très enthousiaste, très positive. Je vais souvent m'émerveiller de la vie. Et pour moi, c'est ça un petit peu le positivisme. C'est un peu l'esprit Petit Prince. Vous savez, je parle tout le temps du Petit Prince. C'est voilà, il y a plein de choses dans la vie. Là, moi, je suis devant ça. Donc depuis tout à l'heure je regarde, il y a des sapins, il y a de la neige, je regarde les gens, il y a des écureuils qui passent et tout, et en fait je surkiffe. Et du coup moi c'est un peu ça mon type de base de positivisme, c'est voilà, je m'émerveille d'un rien, ou d'un tout d'ailleurs, et du coup j'arrive à me remonter le moral par des petites choses qui pour les gens ne sont pas grand chose. Moi si je suis de mauvaise humeur après le travail et que du coup je vais être un peu d'humeur râleuse, je vais me plaindre, je vais être négative, je vais rentrer, il suffit que quelqu'un... Enfin, que j'ai un small talk avec une personne qui m'inspire ou que je vois un petit truc, un papillon. Et là, d'un coup, en fait, je vais être en mode waouh, la vie, elle est incroyable. Et je vais être sur un nuage. Bref, voilà. Je suis souvent dans ma bulle comme ça, dans mon nuage d'émerveillement. Et je pense qu'il y a une différence entre voir et regarder. Et je vois vraiment le monde. Je le vois et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté. Et je trouve ça super dommage. Donc je pense que voilà, mon premier conseil, ça serait essayer de relativiser la vie. Souvent, moi, je dézoome. Je suis en mode, de base, on est là. Mais en fait, quand on dézoome, on est sur la Terre, qui est un caillou, qui flotte dans le noir, dans l'espace. Et quand on dézoome, en fait, tout ça, c'est tellement rien. Donc, c'est rien et en même temps, c'est tout. C'est tout pour nous. Et c'est tout, c'est-à-dire qu'il y a tellement de belles choses... que c'est rien, donc ça me permet de relativiser et quand je vois tout ce qu'il y a, je me dis c'est tout et du coup c'est incroyable en fait. Donc ça me permet moi d'être positive, d'avoir mes petits moments de bonheur aussi, de trouver les choses qui me font du bien. Vous voyez, par exemple, il y a une fille qui passe et en même temps elle est en train de danser avec son casque et tout, bah je kiffe, genre c'est tellement good vibes et tout, ça met de bonne humeur. J'ai mes petites habitudes et mes petits bonheurs. Ce que j'appelle mes petits bonheurs, en fait, c'est des choses qui me font du bien, qui sont très très simples, mais qui me font trop plaisir. Donc quand j'y pense, et je dis souvent, peut-être c'est bizarre, mais je pense qu'on a tous nos petits bonheurs. Moi, ça va être par exemple de boire un bon café glacé. Je dis tout le temps, mais j'aime trop. C'est mon moment de trouver un bon livre, un livre qui me fait... Oh, je suis en mode waouh, le livre a l'air incroyable. Et quand je vais le lire, ça va me faire kiffer. Donc là, je suis trop contente d'avoir trouvé quelque chose qui me plaît. Regarder une vidéo YouTube super drôle, genre Loris, ça me fait kiffer. Quand il y a un nouvel épisode de Qui est l'imposteur, ça me fait kiffer. Les trucs comme ça, et je suis en mode oh là là,
la vie là, je la savoure, elle est trop cool. Donc trouvez peut-être vos petits moments de bonheur, parce qu'en fait, si vous n'arrivez pas à positiver sur certains points, parce que je pense que c'est dur en fait, et ben vous allez équilibrer avec ces petits moments de bonheur qui vont vous faire dire ok, quand même là c'était compliqué, j'avoue je me suis beaucoup plaint, j'ai pas réussi à avoir le bien dans tout ça, mais là je vis un moment cool qui m'apaise et qui me fait du bien. Même si après la tempête revient en fait. Je sais que c'est compliqué ce concept de pause. J'en parlais dans mon podcast qui s'appelle Ne baisse pas les bras. Non, c'était pas Ne baisse pas les bras, je mens. C'était Repenser sa réalité. Je parlais justement des pauses dans la vie. Je pense que prendre des petites pauses, ça permet quand même de se recentrer, de se remotiver et de repartir du bon pied. Donc moi dans ça par exemple il y a aussi les conversations avec les gens proches de moi qui m'inspirent, qui me motivent et tout, ça me permet voilà de relâcher la pression. Donc non, j'ai pas toujours été aussi positive, je pense que ça se travaille énormément et qu'on a souvent, là je vais pas aller dans l'extrême, mais on a quand même la responsabilité de nos pensées et la responsabilité de notre état d'esprit. Enfin voilà, vous m'avez compris, je suis nuancée par rapport à ça, je ne parle pas de toutes les pensées dans leur globalité, je ne parle pas de tous les gens en général, je ne parle pas de troubles psychiques ou psychologiques qui peuvent affecter notre vision de nos pensées, notre vision des émotions. Voilà, vous m'avez compris, je parle d'un point de vue général. Donc, d'un point de vue général, et comme je sais que j'ai énormément d'anxiété, de pensées négatives, de plein de choses, aussi je vous parle en connaissance de cause. Donc je vous dis pas ça en mode oh la vie elle est trop belle pour moi et je vous donne des conseils qui sont irréalisables, pas du tout. On ne connaît pas la vie des gens, je ne connais pas la vôtre, vous ne connaissez pas la mienne, on ne sait pas les épreuves que vivent les autres, ça faut toujours vous le dire et j'en parle dans mon podcast sur les réseaux sociaux. Oui, je vous renvoie à plein de podcasts, mais voilà, on ne connaît pas la vie des gens, donc on contrôle, je pense, une très bonne partie de nos pensées. Nos pensées ne sont pas la réalité. À partir du moment où on prend du recul avec ça, dès qu'il y a une pensée qui vient, déjà, il ne faut pas l'interpréter. Elle vient, on se dit d'accord, elle est rationnelle, pas rationnelle, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce que je peux faire avec elle? Elle va m'apporter du négatif, ok, je la vire. Des fois, il faut être super méchant avec soi-même. Genre, des fois, il y a des trucs qui vont venir me down et je suis en mode, mais en fait, ferme-la. Tu arrêtes, ça c'est faux, tu mets dans un tiroir, tu poses, tu passes à la suite. Ou des fois je suis un peu plus gentille et je me dis hey Anya, move on, genre ça ce n'est rien, c'est rien, relativise, t'es sur un petit caillou, il va rien se passer, il n'y a pas mort d'homme, tranquille, je mets dans le tiroir et je me dis voilà, comme Imen me dit souvent, ça je le laisse pour la Anya de plus tard, là je me concentre sur la Anya de maintenant qui doit gérer ma journée d'aujourd'hui et pas la Anya de dans une semaine. Donc je me délaisse, ça c'est pas la Anya d'aujourd'hui, tranquille. Donc voilà, et après j'essaye de vraiment me discipliner en me plaignant moins. Je vous jure que ça a un effet de fou. Là je l'expérience depuis quelques mois, avant ça je me plaignais beaucoup, même si on ne dirait pas. Je me plaignais beaucoup de trucs inutiles, par exemple, je sais pas, j'ai perdu du temps parce qu'il y a eu un retard dans le métro, j'ai perdu nanani, ça, et bah voilà, j'allais, en fait, mais c'était pas des vraies plaintes, c'est-à-dire que ça m'avait pas pris émotionnellement en mode oh là là, j'ai trop la haine et tout, non, c'était plus, je me plaignais pour parler, pour ergoter un peu, donc je sais pas, j'allais appeler ma soeur, j'allais lui dire ouais, ça me saoule ça, nanani, nanana, alors que c'était rien de fou. Et j'ai réalisé que en fait, ces petits small talk de plainte servaient à rien et finalement me tiraient plus vers le bas en termes de négativité, en termes de mindset et tout, que l'inverse. Depuis que j'ai arrêté de me plaindre, et je vous jure que ça a changé énormément de choses dans mon bien-être, dans ma façon d'aller bien. Vraiment, vraiment, mes proches le ressentent et je le ressens. Ça fait que parfois, genre il y a un petit truc qui m'a saoulée et je suis au téléphone et je me dis non. Genre, pourquoi tu veux raconter ça? Déjà la personne en face elle s'en fout et toi ça t'a pas impacté de ouf, donc t'as pas besoin d'en parler, donc c'est bon, genre move on, on s'en fout et comme ça toi-même tu vas oublier le truc. Et à force de nourrir en fait les pensées qui sont plus positives que les plaintes, ça a amélioré énormément ma positivité. En fait c'est un cercle et ça c'est super cool. Donc voilà, pareil pour le stress, par exemple des fois je devais aller faire des trucs et je suis en mode oh là là mais je vais jamais y arriver, mais si mais ça, c'est pareil, en gros j'ai arrêté de me dire ça, j'ai commencé à me dire tranquille, en gros, comme je disais, ça c'est pour plus tard, c'est la Anya qui va gérer ça, toi, genre fais au mieux et ça va bien se passer.
Et à force de me répéter ça, avec la discipline, avec plein de choses et tout, bah, ça m'a permis d'être plus positive. Donc je pense voilà, c'est un tout comme ça. En sachant que voilà, je prépare rien quand je vous réponds, donc peut-être que j'oublie des choses. Là, je parle de manière très spontanée. Je me suis pas arrêtée pour réfléchir justement et fonder ma réflexion. Du coup, voilà. Mais je dirais que c'est un peu toutes ces choses-là. Et forcément, le spirituel joue aussi, puisque voilà, je me dis que rien n'arrive par hasard, que tout a une raison, que je peux gérer. Si ça a été mis sur mes épaules, c'est que je peux gérer. Peut-être que ça sera dur, mais je peux gérer. Et voilà. Et oui, dernier conseil, c'est également de vous délester, ou en tout cas de vous éloigner quand vous êtes dans une démarche comme ça. Des personnes qui peuvent être un peu trop négatives, un peu trop jouées sur cette facette positive. Pourquoi ? Parce qu'au début, c'est très dur de pérenniser la positivité, de pérenniser. Et quand je dis positivité, c'est pas la positivité toxique, hein. Je suis pas adepte du développement personnel et de la psychologie positive, mais en tout cas d'être plutôt dans une approche saine et positive de la vie plutôt que l'inverse. Voilà, à la limite vous pouvez être neutre, mais l'inverse c'est chaud. Et du coup quand vous êtes avec des personnes qui vous drainent mentalement, qui vous tirent en fait vers le bas, c'est-à-dire dans cette négativité constante de plainte, de ouais ça m'a saoulé, ça me saoule, ça je regrette, et être toujours soit dans le passé soit dans le futur, etc. Moi-même j'ai été comme ça, donc c'est pas en mode eux c'est les méchants et nous on est trop forts, pas du tout. C'est juste essayer de mettre un peu de distance parce que sinon ça va trop ça va annihiler vos efforts et au final vous allez vous dire ok j'y arrive pas, de toute façon la vie elle est nulle et voilà. Donc voilà. Un conseil qu'on me donne souvent aussi et que j'ai eu du mal à conscientiser, c'est le fait que chacun a son rythme, et ça me permet aussi de positiver. Chacun a son rythme, rien n'est trop tard. La vie, elle dure encore longtemps, et puis de toute façon, cette vie est aussi très courte. Et ça aussi, ça m'aide. Le fait que, en même temps, cette vie compte pas vraiment. Donc je suis en mode, de toute façon, c'est pas grave. Et aussi, finalement, elle est très longue, et chacun son rythme. Si tu vois une personne qui fait telle chose, eh ben, il faut pas te dire, moi, j'ai pas ça. Parce que la vie, on sait pas de quoi elle est faite, et on a tout le temps de construire des choses, des belles choses. Du coup... Voilà. Je continue, là j'ai un long message, donc c'est Célamania, besoin d'un podcast ou d'un mode d'emploi pour éclore en société. J'avais un entretien et j'ai été une feuille blanche en arrivant mais aussi en repartant coquille vide. Par réserve et par timidité, j'ai pas su faire ressortir de ma personne manque de tchatch, de spontanéité, de passion quoi. À ce stade, c'est comme si j'avais été un fantôme passé. Le choix est vite fait, j'aurais préféré en dire trop limite, j'ai sans doute pas voulu l'ennuyer. Et pourtant le déclic reste sûrement perso. Mais il doit bien y avoir des exercices, je ne sais pas. Je me dis commencer comme toi, marcher dans la rue et m'ouvrir au monde, quoi, être curieuse. Je me rends compte que les micro-trottoirs, c'est pas du tout ridicule. C'est des êtres vivants. En tout cas, tu m'inspires énormément. Je suis sûre que tu en as à revendre sur le sujet. Merci infiniment. Même s'il n'y a pas de retour, mais juste d'avoir lu, quoi. Trop gentil. Merci. Alors, je vois très bien ce que tu veux dire. Je pense que pour ça... Enfin, je vois très bien, non, d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai bien compris tout ce que tu m'as dit. Mais si je peux te donner un conseil, c'est de rentrer dans un rôle quand tu fais ce genre de choses. Il me semble que c'était un entretien. Ouais, tu te dis, ce n'est pas... Donc là, je me parle à moi-même. Je ne suis pas Anya de tous les jours. Je rentre et je suis Anya théâtre. Je suis Anya qui n'est plus moi. Je sors de mon corps et je me regarde. Et du coup, je me dis déjà, je vais tout donner. Mieux vaut en faire trop que pas assez. Bon, il y a plein d'entretiens où j'avais oublié de dire quelque chose d'important, ou par exemple j'avais raté quelque chose à la fin de l'entretien quand ils disent vous avez des questions, voilà il y a quelque chose, nanana, je lui dis oui, en fait je voulais vous notifier que là pendant les 10 premières minutes par exemple, j'ai été quand même assez prise par le stress, je suis désolée, c'est pas du tout dans ma nature de base, mais je suis très motivée et si je pouvais vous donner par exemple la chose qui pourrait me différencier des autres candidats, ça serait ça. Donc voilà, j'espère que vous porterez intérêt à ma candidature et je vous remercie vraiment pour votre temps. Vous pouvez toujours revenir sur des choses, vous voyez. Donc même par exemple vous avez oublié de dire quelque chose qui est pour vous important dans votre candidature, soit ça l'est vraiment et c'est pertinent donc vous le dites, soit non, mais voilà vous pouvez dire ah oui et petite chose à rajouter aussi, je voulais vous parler de telle expérience parce que je pense qu'on l'a pas abordé et ça peut être assez pertinent dans mon CV et dans mon rôle en général et vous embrayez. Voilà, en tout cas si vous vous réveillez pendant l'entretien, essayez de changer et à la fin
du truc de un peu retourner la cadence parce que vous n'avez rien à perdre en fait. Et sinon, au tout début, vous vous dites je rentre dans un rôle et dès que vous rentrez, vous donnez le mouvement. Voilà, vous rentrez, hop, j'ouvre la porte. Bonjour Pierre, merci, c'est très très gentil de me recevoir. Hop, vous rentrez dans votre rôle et poum poum poum, vous êtes intéressé, vous vous ouvrez, vous êtes curieux. Tout ce que vous pouvez faire de trop, faites-le, mais tout en restant humain, empathique, sincère, parce que sinon on rentre dans la caricature, dans le cinéma, et ceci ça se voit. Et en entretien, souvent, si vous tombez sur une personne qui est humaine, les gens n'aiment pas trop le formalisme. Et ça c'est un truc qui est assez intéressant parce que nous, dans les classes populaires, souvent on va se préparer à la méthodologie des entretiens parce que justement on n'a pas les codes. Normalement, enfin vous m'avez compris, il y a des codes qu'on n'a pas et donc on va les apprendre, on va les ressortir. On va nous apprendre la méthodologie d'un entretien, comment se présenter, comment faire son pitch, comment faire ci, comment faire ça, on le fait. Alors que les gens qui viennent de milieux plus aisés, eux en fait ils s'en fichent un petit peu d'avoir ces codes, d'avoir cette méthodo. Eux ils ont leur parcours, leur truc et leur personnalité et ils viennent et en général ils sont en mode un peu chill. Ils ont rien à prouver, ils n'ont pas d'autocensure, ils n'ont pas de syndrome de l'imposteur, donc ils sont tranquilles. Moi ça m'est déjà arrivé d'aller à des entretiens et de fumer l'entretien sur toutes les questions, sur le technique, sur l'expertise, etc. Mais qu'on me dise à la fin, j'arrive pas à cerner votre personnalité. Qu'est-ce que vous faites en dehors du travail? Voilà, parlez-moi un peu de vous. Et là, je baisse un peu la garde et je suis en mode ah bah oui, à côté. Et même au tout début, je reste quand même un peu scolaire. Hein. C'est-à-dire que j'ai parlé des choses qui ont rapport avec le pro, de réalisation. Voilà, je vais dire, et ça m'a apporté nanani, nanana. Et puis voilà, j'ai créé mon association. Enfin, là, c'était avant, on va dire, quand je cherchais un stage ou quand j'étais plus jeune. Voilà, j'aurais pu dire, je suis active dans le milieu associatif et ça m'a fait ça, ça, ça. Alors que les gens cherchent de l'humain, ils cherchent à vous faire intégrer une équipe. Donc à partir de là, ils ont envie de vous découvrir, vous voyez. Ça fait que maintenant, je dis des choses un peu plus genre... je fais un petit peu comme tout le monde, j'aime passer du temps en famille, en amis, voilà, avec mes proches, je suis une bonne vivante, donc j'aime bien les jeux, les escape games, je passe aussi beaucoup de temps sur Netflix, hein, on va pas se mentir, j'aime les séries, j'aime les films, puis à côté de ça, je suis aussi présidente d'une association, j'aime beaucoup le sport, je fais de la boxe par exemple, bon, pas de la vraie boxe, hein, voilà, j'y vais juste pour me défouler parce que c'est important pour moi, voilà, vous essayez d'être un peu plus humain. Parce que je sais que moi, j'étais très scolaire en fait dans les entretiens. C'est-à-dire que je l'ai fumé, hein, franchement, on me disait tout le temps, on dirait que vous êtes dans ma tête en fait. J'ai les réponses à toutes les questions, j'arrive, je connais. Par exemple, dans un entretien de motivation en école de commerce, la règle c'est passé, présent, projet, les 3 P. Donc on parle d'abord de qui on était avant, de ce qu'on a fait, de qui on est maintenant et dans quoi on se projette. Et il faut qu'il y ait un fil rouge en cohérence dans tout ça et qu'il y ait aussi ce qu'on appelle la plus-value, donc la chose qui vous différencie des autres. Donc moi, c'est des choses que je connais par cœur, que je maîtrise très bien. Mais quelqu'un de classe aisée, d'autres milieux, d'autres origines sociales, en général, pas descendant d'immigrés, pas de banlieue et tout, il va venir en étant lui-même, en étant chill. Voilà, il va être en mode ouais, bonjour et tout. Et puis en fait, les gens, ils ont des centres d'intérêt commun parce qu'en général, moins maintenant, mais les gens qui nous font passer des entretiens, c'est les gens des mêmes classes sociales que ces personnes-là. Donc c'est des gens qui partagent, je sais pas moi, une passion pour le rugby, pour le golf, ils savent jouer au poker. Moi ça m'est arrivé dans des entretiens de groupe et puis ça commence à parler entre gars, c'est un peu plus facile parce que souvent il y a la passion du foot et ça c'est transclasse, ce qui est quand même assez fou parce que le football touche tous les milieux, toutes les classes, toutes les générations et tout. Il y a des filles aussi qui aiment le foot, je ne m'en cache pas, mais c'est plus masculin. Et du coup, ils peuvent parler de ça. En général, ça relie directement les gens. Mais voilà, ça va être souvent des centres d'intérêt qui sont différents. Moi, j'ai déjà vu des gens parler de vin, parler de culture, vous voyez, viticole et tout, de vignoble, de poker, comme je vous disais et tout. Et moi, ça, c'est des trucs que je connais pas du tout. Donc, nous, on a du mal parfois à rattacher les wagons de interclasse et du coup je pense qu'il faut quand même être dans un rôle, enfin voilà c'était ma petite réflexion, faut mettre cette petite méthodo, sortir de son corps, être en mode vas-y je donne tout, je m'en fous de m'afficher mais en même temps je reste humaine, je reste sincère. Donc ça c'est intéressant. Et tu me disais commencer comme toi, marcher dans la rue, m'ouvrir au monde, être curieuse. Bah oui, ça c'est ce que je disais au tout début, que ce soit sur le positivisme ou sur toutes les autres sphères. En fait ça nourrit énormément, ça nourrit ta personnalité, ça nourrit ce que tu as à raconter, ça nourrit ta diversité, etc. Alors, Hello Anya, merci pour ton contenu super inspirant. De quoi vis-tu aujourd'hui? Je pense que tu parles de
financier, de quoi je vis financièrement. Donc c'est assez simple. Moi de base j'ai été diplômée en 2019, j'ai commencé à être salariée. Donc je suis rentrée dans des cabinets de conseil, j'étais consultante, j'étais chef de projet dans plusieurs entreprises, etc. Donc de base, voilà, ça c'était... là je vais parler des revenus que je touche en mon nom propre, hein, donc de quoi je vis avec mon propre argent. J'ai eu des revenus, ça m'a permis d'économiser. Ensuite, je me suis lancée en freelance dans le même domaine. Donc ça aussi, on a des revenus mensuels, etc. Donc c'est pareil, c'est un salaire, voilà, comme la majorité des gens. Puis à côté, j'ai mon activité de créatrice de contenu. Donc là, par exemple, moi, je suis pas en mission. Hein, là, je suis pas chez un client en tant que freelance, en tant que chef de projet IT. Donc à côté, justement, comme je suis créatrice de contenu, j'ai plusieurs revenus qui touchent à ça. Et après, on va parler de l'entrepreneuriat, etc. Donc, dans la création de contenu, j'ai mes collaborations avec des marques qui me permettent de toucher des revenus. Donc, on a 3 types de collaborations. Une collaboration rémunérée, collaboration non rémunérée. Donc là, c'est plutôt des produits, c'est des collaborations commerciales. On va t'envoyer des produits, on va te donner un service gratuitement, etc. Et troisièmement, on va avoir l'affiliation, mais c'est aussi une sorte de collaboration rémunérée, oui et non. L'affiliation, pour vous expliquer, c'est en gros, vous allez prendre un pourcentage sur une vente en faisant une pub et en donnant votre lien ou un code promo, etc. Donc tout ça, ça permet d'avoir des revenus. C'est pas énorme, moi je vais pas vous mentir, je suis encore une petite influenceuse, entre guillemets, j'aime pas ce mot, qui débute et tout. Et d'ailleurs vous m'aviez répondu par la positive quand je vous avais demandé si c'était intéressant de faire une FAQ sur le monde de l'influence, justement sur tout ça. Et comme moi j'ai un peu un regard neuf parce que je suis un peu une newbie dans le délire, bah, je me suis dit ça pourrait être cool parce que je me pose finalement les mêmes questions que vous, je me les suis posées il n'y a pas longtemps sur un peu comment marche tout ce truc et c'est super intéressant, enfin, c'est grave intéressant. Du coup voilà, j'ai les collabs et à côté de ça, du coup moi j'avais mon entreprise de location de cafetan là qui est en train de fermer, mais voilà qui m'a permis d'avoir des revenus tout au long de cette année par exemple, et je suis également coach, accompagnatrice en développement de potentiel, et donc mon coaching me permet d'avoir des revenus. J'ai plus de demandes que de places parce que j'essaye de faire des coachings qualitatifs, surtout quand j'ai des suivis, parce que j'ai plusieurs formules. Et je reste très souvent, en général, voilà, on a même dans la formule où on va avoir qu'une seule séance, je reste disponible sur WhatsApp. Donc ça me demande du temps, ça me demande de l'investissement en termes de temps. Et du coup, forcément, j'ai pas beaucoup de place dispo. Mais en tout cas, ça c'est un de mes revenus également. Je pense que c'est tout ce à quoi je pense. Après, j'ai des investissements, j'ai des placements, mais c'est pas un revenu passif puisque cet argent-là est toujours placé. Donc je n'ai pas de revenus, j'ai pas quelque chose qui me revient tous les mois, etc. On verra sur le long terme si ça donne quelque chose. Voilà en gros. Alors, lancer un projet, les étapes à suivre pour bien débuter. Je pense que les étapes à suivre pour bien débuter un projet sont de définir vraiment ton projet, quel qu'il soit, un peu comme la définition et la création d'une entreprise. Donc je t'invite à t'intéresser à tout ce qui est objectif SMART, vision, valeur. Donc vraiment savoir où tu vas, c'est quoi tes objectifs avec ce projet-là, quelle est la vision derrière, où tu veux aller, et ensuite à décomposer en fait en roadmap, en planning, sur le long terme, sur le moyen terme, sur le court terme. En fait, faire le squelette de ton projet. Quand tu vas avoir fait le squelette de ce projet-là, tu vas venir en entonnoir, commencer par le plus simple, parce que sinon ça va te paraître une montagne. Donc tu vas commencer par le plus simple et petit à petit, tu vas avancer, tu vas réorienter, te dire ok, là par exemple j'avais vu trop gros, là je m'étais dit que la deadline ça allait être à tel moment, mais en fait j'y arriverai pas, ou inversement, j'ai bien carburé parce que j'ai été grave motivée, on va pouvoir réaxer, etc. Ça dépend quel projet, du coup là c'est un peu difficile de répondre, on va dire sur la globalité, mais voilà, on va essayer, je sais pas moi, prendre un truc très basique, très simple et qui n'est pas un projet entrepreneurial. Tu veux lancer un podcast, ok. Qu'est-ce que tu veux y faire? De quoi tu veux parler dans ton podcast? Pourquoi? C'est quoi ta motivation? C'est quoi ton objectif derrière? Cette motivation-là, on va l'appeler ta vision. J'ai envie, je dis par exemple un podcast sur la nutrition, j'ai envie de vulgariser le savoir lié au sens de la nutrition et d'aider les gens à aller vers le mieux, vers un bien-être en lien avec le corps, l'esprit, etc. Donc ça c'est ma vision. Et ensuite mes objectifs, ça va être plusieurs objectifs. Par exemple, j'ai envie de sortir
un épisode toutes les 2 semaines. J'ai envie de vulgariser telle chose. Voilà, et à chaque fois, vous rendez vos objectifs un peu palpables, concrets, etc. Ensuite, par rapport à ce projet, vous allez décomposer en squelette. Ok, maintenant, moi, qu'est-ce que je dois faire pour arriver au lancement de ce podcast? Et là, vous faites un brainstorm un peu interne en faisant le process de bout en bout. Je dois créer mon identité de podcast, donc c'est-à-dire mon titre de podcast, mon slogan, mon branding, ma cover. Est-ce que je fais des réseaux sociaux pour ce podcast-là? Oui, non. Voilà. Voilà, vous pensez à tout ce que vous devez faire. Je dois créer la page du podcast sur un site qui va héberger le podcast, lequel je vais essayer d'aller voir, je vais faire une petite veille, je vais regarder qu'est-ce qui existe par rapport à ce que moi j'ai envie de faire, comment moi je peux apporter ma petite touche, ma petite plus-value. J'ai besoin de matériel, est-ce que je prends un micro? Oui, non, pareil, je vais aller faire une comparaison des prix, de la qualité, je vais essayer de me renseigner. Ensuite, je vais devoir choisir les thématiques, donc je vais essayer d'écrire plein de choses en vrac, qu'est-ce que j'ai envie d'aborder dans ce podcast-là, comme ça j'aurai toujours une liste d'idées de départ, comme ça je pourrais venir piocher. Et ensuite, est-ce que je veux écrire mon podcast? Est-ce que je veux le parler en spontané? Oui, non. Est-ce que j'ai besoin de faire des tests? Je l'ai fait. Je commence à enregistrer ce podcast et ensuite là, voilà, va venir le moment un peu brouillon où vous allez tâter le terrain, où vous allez essayer d'améliorer et tout. Et ensuite, je vais lancer le truc. Donc voilà, il faut essayer de réfléchir à tout, vous mettre un petit peu des deadlines, faire vos projets comme si vous aviez un patron, ce patron c'est vous, et vous dire, voilà, je me lance dans quelque chose, je le planifie, je commence par ce qui est simple, je fais un gros squelette, et puis moi je vais aller commencer par faire les grosses choses qui vont venir en fait structurer. Par exemple, vous voulez écrire un livre, et ben vous allez vous dire, ok, et là vous allez en fait venir mettre des mots à tout. Ok, je crée un titre qui est fictif, on viendra le challenger après. Je commence à faire mon sommaire. C'est quoi les chapitres? Chapitre 1, 2, 3, 4, 5, si on est sur des choses théoriques, voilà, peut-être qu'on va dire, là on va d'abord parler de la théorie, là de la pratique, là on va d'abord parler du cognitif, là de ci, de ça. Une fois que vous avez ce squelette-là, vous venez remplir, vous dire, ok, aujourd'hui, moi, ma montagne de ce mois, c'est le chapitre 1. Ce n'est pas tout le livre que je vois, c'est le chapitre 1. Je vais ouvrir ce chapitre 1 et je vais mettre des puces, par exemple. Je veux aborder ça. Et chaque puce, je vais venir la développer une par jour, etc. etc. Et là, on avance. Vous voyez, c'est un concept vraiment, on vient mettre les grandes lignes, on rentre dans les grandes lignes, on refait des moyennes lignes, on rentre, etc. etc. Et ça permet de désengorger l'esprit, de rendre la montagne en petites pierres, en gros. Et voilà. Après, n'oubliez pas votre plus-value et pourquoi vous faites les choses, ce qui vous motive. On fait pas, pour moi, on fait pas un projet pour faire un projet. On fait pas un projet pour gagner de l'argent. L'argent, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Donc il faut que quelque chose vous anime derrière. Ça peut être par exemple juste l'entrepreneuriat, juste le fait d'entreprendre, etc. Mais voilà, il vous faut une motivation, il vous faut quelque chose. Voilà, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Il y en a plein d'autres des questions, mais c'est déjà bien. Je sais pas combien de temps on a parlé. Moi, je vais aller vaquer à mes occupations. Je me suis fait... Oui, vous pensez bien, parce que je suis beaucoup aussi dans le système de la récompense et ça me permet de me motiver, parce que j'ai des questions sur la discipline, je les ai vues, les filles. Mais c'est juste que pour moi, la discipline et les objectifs, je dois en faire. Parce que vous voyez, là, j'ai comment se créer des objectifs et s'y tenir. Comment tu fais pour avoir de la discipline, j'ai vraiment plein de questions sur ça. Je pense que c'est une vidéo à elle seule parce que je ne suis pas la maîtresse, je ne suis pas la maîtresse de la discipline, oui, je ne suis pas, voilà, je suis pas une star en discipline, mais je trouve quand même que j'ai des tips à vous donner parce que j'arrive à en avoir sur des choses qui sont de base difficiles pour moi parce qu'on part tous d'une ligne de départ qui est différente, on a une biographie différente et mes potes en général me disent Anya t'es trop forte, purée mais t'es trop chaude, t'arrives à faire ci, t'arrives à faire ça sur des choses, donc je pense pouvoir vous aider sur la discipline et du coup je pense vraiment faire une longue vidéo. Mais le plus important, c'est les motivations que vous mettez derrière les choses que vous voulez faire. Parce que quand la motivation aura disparu et qu'il faudra activer la discipline, la motivation dans le sens sentiment aura disparu et que vous voudrez activer donc la discipline, il faudra réactiver la motivation en rationnel. Pas la pour en fait régénérer la motivation en sentiment. Je m'explique. Par exemple, moi, je veux faire du sport. Je veux faire du sport pourquoi ?
Ça, c'est les motivations que j'appelle rationnelles. Je veux faire du sport parce que ça va me mettre en bonne santé, ça va me mettre de meilleure humeur, ça va m'énergiser, ça va me permettre... Et en fait, vous devez aller chercher les vraies raisons par rapport à ce qui vous touche. Moi, ce qui me touche, par exemple, c'est le scientifique. Donc le scientifique, du coup, je vais aller chercher un peu tout ce qui se passe neuroscientifiquement par rapport au sport. Je vais me dire aussi, voilà, mon corps, il m'appartient pas. Mon corps, c'est un dépôt, donc j'ai envie d'en prendre soin, j'ai envie de le rendre, de l'améliorer de la meilleure des manières, etc. Du coup, je vais aller venir noter toutes ces motivations-là. Et quand je vais être démotivée dans ma discipline qui est par exemple je veux aller 3 fois à la salle de sport dans la semaine, ou j'ai envie d'avoir du mouvement 3 fois dans ma semaine, parce qu'on n'a pas que la salle de sport pour faire du sport, hein, qu'on se le dise, et ben je vais me dire, mais de base pourquoi tu voulais faire ça? Et je l'écris, hein, je prends mes notes et je me dis ok, c'était pour telle raison, telle raison, telle raison, donc vas-y go, genre là tu te sens fatigué, c'est plus de la flemme que de la fatigue. Donc si tu as envie de plus être fatigué, tu le sais neuroscientifiquement, scientifiquement, ça va t'énergiser. Tu es un peu triste, tu es un peu de mauvaise humeur, tu es un peu en down, tu le sais, ça va te créer de la sérotonine, de la dopamine, ça va te mettre bien. C'est comme un antidépresseur naturel, donc vas-y go, etc. Donc pour tout, moi je pense qu'il faut d'abord vous poser et poser vos motivations rationnelles pour venir alimenter le circuit de la discipline. Bref, dans mes motivations, il y a souvent ma récompense. Et ici, c'est un café glacé que j'ai fait donc avant de partir. Ça m'aide énormément. Et voilà, moi je pense que ça aide aussi énormément d'avoir ce truc-là de récompense, de se dire à la fin, je vais aller me faire une bonne série. À la fin, je vais aller, voilà. Batterie, donc je ne sais pas où j'en étais, mais en gros, objectif égale motivation. L'autre point, et c'est sur ce point-là que je vais finir, c'est de vous entourer. Et si vous ne pouvez pas vous entourer dans votre entourage proche, de vous entourer de personnes qui vous inspirent sur les réseaux sociaux. On passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, donc suivez des gens qui ont les objectifs que vous avez, les vies que vous rêveriez d'avoir, la discipline sur des points, sur des activités que vous avez envie d'insérer dans votre quotidien. D'une part, ça va vous permettre de visualiser. Donc, vous visualisez une vie dont vous rêvez, une vie que vous voudriez avoir. Vous avez des personnes à qui vous voudriez ressembler, qui vous inspirent. Vous allez, en fait, dans toutes les choses que vous voudriez faire au quotidien, même si ce n'est pas les mêmes objectifs, même si ce n'est pas les mêmes buts, vous levez, voir cette personne et se dire « Ok, moi aussi, j'y vais. Ça me motive. » Et deuxièmement, ça va être pour les choses qu'ils font et que vous avez envie de faire dans le moment T. Par exemple, faire du sport, bien manger, faire votre to-do, vous organiser et tout. Au moment où vous allez manquer de motivation et de discipline, vous allez voir ces gens faire la chose et ça va vous donner un regain de motivation, un regain d'énergie. Donc ça, moi, ça m'aide de ouf. Il y a un jour où j'ai la flemme d'aller au sport, je vois ma petite fit girl que je suis sur Insta qui va à sa séance, qui filme sa séance et tout, elle donne un nouvel exercice, elle motive, elle est en train de galérer et tout, je suis en mode vas-y moi aussi j'y vais. Donc vu le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, essayez de trouver et de vous nourrir de la discipline des autres pour avoir vous-même de la discipline et de la motivation. Super important, ne vous abrutissez pas à suivre des gens qui vous sont inutiles et qui vont ne faire que vous desservir et vous freiner, ne vous faire que vous divertir et oublier vos objectifs. Voilà, donc très très bon conseil. J'essaierai de vous partager si je peux sur Insta mes comptes phares parce que moi j'en ai énormément et ils m'inspirent, ils me motivent. Et visualiser, être inspiré par les autres, c'est trop utile et important. On se quitte sur ça. Dites-moi si la vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions que vous avez envie que je traite, mettez-les en commentaire. Et sinon, voilà, on se retrouve sur Insta comme d'hab. Je vous fais plein de bisous. Bonne journée, bonne soirée, selon votre fuseau horaire. Moi, il est 15 h et chez vous, du coup, 21 h. Je vais aller marcher un peu pour m'accompagner dans ma marche, dans ma décompression. Je vais être accompagnée de mon café et du podcast que j'ai choisi donc pour aller marcher, qui est Le yoga c'est de droite. C'est un épisode de Vivons heureux avant la fin du monde. J'aime énormément ce podcast. C'est une journaliste d'Arte, elle sort un épisode par mois et à chaque fois c'est sympa, ça pose des questions, voilà, ça permet d'aborder plein de trucs. Et là sur le yoga, j'avais toujours un peu cette réflexion et finalement ça m'a motivée, en fait j'ai écouté juste 5 minutes là en venant, ça m'a motivée à faire du yoga, en tout cas à faire des étirements, voilà, je vais m'intéresser à cette pratique je pense parce qu'apparemment c'est super intéressant. Andrew Huberman il en parlait pour dormir, il disait que le yoga nidra ça avait changé sa vie. À voir, allez, salut.